I think the one I enjoyed reading more than my husband. He does it really. He can do all the voices. La douce lumière matinale qui inondait le palais de Buckingham aurait dû annoncer la sérénité, mais elle révélait une tempête qui allait bientôt engloutir la monarchie. Le roi Charles était assis dans son bureau entouré de portraits de monarques dont l'ombre dominait encore son règne. Il prit une enveloppe cachetée lourde de linge officiel. À première vue, cela semblait banal, mais ce que Charles découvrit à l'intérieur allait transformer une journée calme en une crise de trahison. Le document était intitulé « Modification au testament de Sa Majesté le roi Charles III ». Le titre seul le déstabilisait car il n'avait ordonné aucune modification de ce genre. Son regard parcourut rapidement les lignes puis se figea. Deux noms manquaient, la princesse Charlotte et le prince Louis. Là où autrefois ses petits-enfants bien-aimés figuraient comme bénéficiaires, il n'y avait plus que le silence sur la page. Charles lut les mots 1, 2, 3 fois, espérant que son esprit lui jouait des tours. Mais l'absence demeurait froide et indéniable. Son cœur battait plus fort lorsqu'il atteignit le bas de la page. Là, écrite d'une écriture qu'il connaissait bien, se trouvait une note adressée aux avocats royaux. Procéder à cet amendement comme convenu. La signature était sans équivoque celle de Camilla. À cet instant, le roi ressentit non seulement le choc, mais aussi une profonde et douloureuse trahison. Charles repensa aux questions avides de Charlotte sur les bijoux de famille et à la fuite enjouée de Louis dans ses bras. Qu'est-ce qui justifiait leur retrait de son testament? Il se souvint des remarques désinvoltes de Camilla ces derniers mois, allusion à une simplification de l'héritage et à une concentration des ressources. Il les avait balayées d'un revers de main, les considérant comme d'innocentes réflexions. Il les voyait maintenant pour ce qu'elles étaient, les prémices d'un plan exécuté à son insu. Pour Charles, ce n'était plus une question d'argent. Il s'agissait de confiance de famille et de l'avenir de la monarchie. Destituer Charlotte et Louis n'était pas seulement une insulte aux enfants de Guillaume, c'était une atteinte au principe d'unité qui maintenait la couronne intacte. À une époque où la monarchie était sous pression, des turbulences économiques intérieures au débat républicain au sein du Commonwealth, un tel secret était insupportable. Les monarchies du monde entier ont connu des tensions similaires. En Espagne, les scandales de corruption entourant l'ancien roi Juan Carlos ont miné la légitimité de la couronne. Au Danemark, la décision de la reine Margrethe de déchoir plusieurs de ses petits-enfants de leurs titres royaux a déclenché de douloureuses querelles familiales qui ont fait la une des journaux dans toute l'Europe. Charles se retrouva alors confronté à sa propre version de ce dilemme, la décision d'un mari qui privilégiait l'ambition à la lignée. Il sentait le poids de l'histoire peser sur lui. Les portraits de la reine Victoria et de la reine Mary semblaient l'observer avec un jugement imperturbable. Aurait-il toléré une telle interférence? Aurait-il perçu l'acte de Camilla comme une démonstration audacieuse de leadership ou un excès d'inconscience? Charles se murmurait des questions, mais le silence ne le réconfortait pas. Sa colère grandissait à chaque instant. Ce n'était pas le geste d'un partenaire bienveillant, mais la manœuvre de quelqu'un qui remodelait secrètement son héritage. La trahison était plus profonde car elle venait de son épouse, celle qui s'était battue à ses côtés pour être reconnue publiquement, qui avait enduré des décennies de controverses pour finalement devenir reine consort. Et pourtant, elle était là tentant d'effacer ses petits-enfants de l'histoire. De récents articles parus dans The Guardian et The Times soulignent que la monarchie moderne repose moins sur une hiérarchie rigide que sur la perception, confiance, compassion et solidarité familiale. En modifiant secrètement le testament, Camilla a sapé ces trois éléments. Charles savait que le public percevrait cela non pas comme du pragmatisme, mais comme de la cruauté, surtout à une époque où les jeunes membres de la famille royale comme George, Charlotte et Louis sont au cœur de l'image du renouveau de la couronne. Ses pensées s'assombrirent encore davantage en pensant à William. Comment son fils aîné réagirait-il s'il apprenait que 2 de ses enfants avaient été délibérément exclus? William, déjà méfiant face à l'influence de Camilla, considérerait sans aucun doute cela comme une rupture impardonnable. L'équilibre fragile entre l'héritier et son épouse pourrait voler en éclats en un instant, et avec lui l'image d'unité soigneusement élaborée que la monarchie s'efforce de préserver depuis la mort d'Élisabeth. Charles appela un serviteur d'une voix ferme mais impassible. « Amenez la reine Camilla ici », ordonna-t-il. Il savait que la confrontation à venir ne serait pas un simple désaccord. Il ne s'agissait pas de coupe budgétaire ni de repenser les cérémonies. Il s'agissait de trahison d'ambition et de l'âme même de la monarchie. En attendant, les pensées de Charles se tournèrent vers le monde. Les reportages de BBC News et d'Al Jazeera avaient mis en lumière les défis croissants auxquels la Grande-Bretagne était confrontée, problèmes économiques, tensions diplomatiques et nécessité d'une monarchie stable pour rassurer une population inquiète. Et pourtant, il se tenait là confronté à des troubles intérieurs qui menaçaient d'affaiblir la couronne de l'intérieur. À une époque où chaque murmure s'échappe sur les réseaux sociaux, le palais pourrait-il contenir un tel scandale ? Ou cette trahison, une fois révélée, déclencherait-elle une nouvelle vague de doutes dans l'opinion publique?
Le roi serra les poings en contemplant à nouveau le document accablant. Au fond de lui, il savait que la monarchie ne pouvait se permettre l'ambition de Camilla ni la confiance de sa famille. L'un d'eux devait abandonner. Le silence d'or du matin avait déjà été brisé. Ce qui avait commencé avec la chaleur du soleil brûlait maintenant dans la chaleur de la trahison, et Charles se préparait à une tempête qui allait non seulement mettre à l'épreuve son mariage, mais aussi ébranler les fondements même de la monarchie. Les lourdes portes du bureau de Charles s'ouvrirent brusquement, et Camilla entra avec le calme de quelqu'un convaincu de n'avoir rien fait de mal. Vêtue d'une tenue sombre et ajustée qui lui donnait un air d'autorité, elle se tenait avec une assurance tranquille, ses pas mesurés comme si elle s'était préparée de longue date à cette confrontation. Charles cependant se tenait près des hautes fenêtres et sa silhouette encadrée par la lumière déclinante de l'automne. Il ne la salua pas comme un mari l'aurait fait. Son regard était perçant, sa mâchoire serrée, et sa voix, lorsqu'elle se fit enfin entendre, n'était pas chaleureuse mais mesurée, chargée d'incrédulité. « Avez-vous commandé cela ?» a-t-il demandé en brandissant le document compromettant. La réponse de Camilla est venue sans hésitation. « Oui. » Elle s'exprima avec un calme, une précision presque clinique. Elle admit avoir bel et bien demandé aux avocats de modifier le testament et de renvoyer la princesse Charlotte et le prince Louis. Pour elle, il ne s'agissait pas d'une trahison mais d'une correction nécessaire, une décision prise non par malveillance mais par sens du devoir. Son ton était résolu, voire moralisateur lorsqu'elle expliqua son raisonnement. Elle a cité l'histoire et évoqué des reines puissantes qui avaient pris des décisions impopulaires pour préserver des dynasties. Elle a évoqué la reine Mary, connue pour son engagement indéfectible en faveur de la continuité, et d'autres épouses qui avaient exercé une influence en temps de crise. Les dirigeants forts, a-t-elle déclaré, font passer le devoir avant le sentiment. La monarchie ne peut se permettre de se laisser attendrir par l'émotion, pas à notre époque. Pour Camilla, exclure Louis et Charlotte du testament n'était pas une cruauté, mais une stratégie. Elle soutenait que les enfants de William seraient en sécurité quoi qu'il arrive, leur avenir étant garanti par leurs titres et leurs héritages. En concentrant les ressources sur un nombre réduit d'héritiers, pensait-elle, la stabilité augmenterait et le risque de discorde interne diminuerait. Selon elle, elle avait agi pour protéger la couronne. Charles écoutait, mais chaque mot lui semblait un couteau dans la poitrine. Ce qu'elle appelait devoir, il le prenait pour de l'arrogance. Ce qu'elle voyait comme de la protection, il le voyait comme de l'effacement. Pour lui, ce n'était pas une question politique abstraite, c'était une question profondément personnelle. Il se souvenait de la curiosité de Charlotte, de l'innocence de Louis, de leur rire et de leur confiance. Comment l'amour pour ses petits-enfants pouvait-il être qualifié de faiblesse ? Sa voix douce et tremblante de colère coupa court à son raisonnement. L'histoire se souvient des reines qui ont fait des choix difficiles, certes, mais elle se souvient aussi de la douleur qu'elles ont causée, des ruptures qu'elles ont laissées derrière elles. Nous ne vivons plus dans un monde où le pouvoir est absolu. Aujourd'hui, la monarchie survit grâce à la confiance, à la compassion et à l'unité. Et vous avez brisé ces trois principes. Camilla resta inébranlable, mais son silence en disait long. Elle ne s'excusa pas et ne manifesta aucun remords. Son silence n'était pas du remords, mais de la résistance, et Charles le reconnut immédiatement. À cet instant, le fossé entre eux se creusa et devint irréparable. La confrontation ne portait plus sur l'héritage, elle devint un affrontement de vision. Camilla se considérait comme la gardienne de la tradition, prête à agir avec détermination là où Charles le jugeait opportun. Charles cependant considérait que ses actions portaient atteinte non seulement à lui, mais aussi au cœur même de la monarchie. Elle avait agi en secret dans son dos et exercé une influence comme si elle était le monarque en personne. Pour lui, c'était impardonnable. « Vous n'avez pas agi comme une reine soutenant son roi », déclara Charles, la voix s'élevant sous le coup de la colère, mais comme une épouse désirant régner à sa place. Les mots retombèrent lourdement. Camilla ne broncha pas. Elle le regarda intensément, mais son silence lui valut une réponse. Charles vit dans ses yeux non pas une capitulation, mais une conviction, une insistance tacite à croire qu'elle avait raison. Cette prise de conscience ne fit qu'attiser sa colère. Hors du palais, des histoires similaires se déroulaient dans d'autres maisons royales. Au Danemark, la décision de la reine Margrethe de déchoir plusieurs de ses petits-enfants de leur titre en 2022 avait suscité des mois de débats publics. Certains saluaient son pragmatisme, d'autres condamnaient sa dureté. Le parallèle n'échappa pas à Charles. Les monarques et leurs épouses qui altèrent les héritages suscitent des tempêtes qui ne s'apaisent jamais vraiment. En Espagne, les scandales de corruption entourant Juan Carlos avaient ébranlé la confiance dans la couronne. Charles savait qu'en Grande-Bretagne, déjà aux prises avec des difficultés économiques et une instabilité politique, la moindre rumeur de trahison royale pouvait déclencher une frénésie médiatique. Alors que le silence s'épaississait entre eux, Charles sentit le poids des portraits qui le fixaient depuis les murs.
Le regard inflexible de la reine Mary semblait plus dur que jamais. C'était comme si l'histoire elle-même exigeait qu'il réponde non par l'hésitation mais avec autorité. Finalement, sa voix brisa le silence plus forte et plus ferme. « Tu m'as trahi, Camilla, tu as trahi cette famille, et je ne te permettrai pas de rester à mes côtés. » L'expression de Camilla ne s'adoucit pas. Elle ne supplia pas. Elle ne s'excusa pas. Elle se retourna et s'éloigna avec le même calme qu'à son arrivée, la tête haute, convaincue d'avoir agi pour la survie de la couronne. Mais Charles resta seul, les yeux fixés sur le document qui tremblait encore dans ses mains. La trahison ne concernait plus seulement le testament. Elle était devenue une blessure au cœur même de la monarchie, une rupture entre le roi et sa consort qui allait bientôt devenir publique. En examinant à nouveau les espaces vides où les noms de Charlotte et Louis auraient dû apparaître, Charles comprit qu'il ne s'agissait pas d'un conflit conjugal ordinaire. Il s'agissait d'un règlement de compte, entre amour et devoir, entre secret et confiance, entre deux visions concurrentes de la monarchie au XXIe siècle. Et les conséquences, il le savait, dépasseraient largement les murs dorés de Buckingham Palace. La tempête au palais de Buckingham ne s'apaisa pas longtemps. La nouvelle de la tentative de Camilla de renverser la volonté du roi commença à s'infiltrer par les fissures des murs du palais, atteignant des oreilles qui n'étaient pas censé l'entendre. Le premier à l'apprendre, hors du cercle intime, fut Guillaume. Discrètement appelé par son père, il arriva au palais avec une hâte qui trahissait à la fois son inquiétude et son et son instinct de fils. Charles remit les papiers à William sans plus attendre. Tandis que le prince de Galles lisait à voix haute, son expression passa de l'incrédulité à la colère et sa mâchoire se serrait à chaque ligne. L'absence des noms de Charlotte et de Louis le frappa comme un coup dur. Pour William, il ne s'agissait pas seulement de changements juridiques, mais de ses enfants, de son héritage et du principe d'équité. Elle voulait les effacer, père, dit William, résolument, la voix aigre de colère. Si elle a pu faire ça une fois en secret, qu'est-ce qui l'empêcherait de réessayer? Ce n'est pas un devoir, c'est de l'ambition. Ces mots frappèrent profondément. Charles avait déjà profondément ressenti la trahison, mais l'entendre résonner dans la voix de son fils lui donnait encore plus de poids. Les deux hommes, souvent décrits comme froids et réservés, étaient désormais unis par l'indignation. Pour Charles, la réaction de Guillaume confirma sa décision. Pour Guillaume, c'était un appel à l'action, une déclaration: la survie de la monarchie devait être protégée non pas des forces extérieures, mais de la domination intérieure. Leur unité s'étendit aux plus jeunes membres de la famille royale. Dans les jours qui suivirent, William et Catherine firent des apparitions publiques solennelles avec leurs enfants, main dans la main, avec George, Charlotte et Louis. Des sourires fusèrent devant les caméras, mais derrière cette chaleur mise en scène se cachait un message clair: les enfants étaient en sécurité, aimés et essentiels à l'avenir de la monarchie. Ces apparitions largement relayées par le Daily Mail et BBC News n'étaient pas de simples sorties familiales. Elles constituaient dans des contre-attaques symboliques face à l'ombre portée par les actions de Camilla. Le lien entre Charles et Guillaume se renforça au fil de cette épreuve. En privé, ils évoquèrent non seulement la trahison, mais aussi les dangers plus vastes qui les menaçaient. Ils comprirent tous deux que la force de la monarchie ne résidait pas dans les couronnes ou les cérémonies, mais dans la confiance du public. Si la couronne semblait brisée, cela renforcerait les voix républicaines au sein du Commonwealth et de la Grande-Bretagne elle-même. Cette prise de conscience n'était pas théorique. Plus tôt cette année, les sondages d'opinion ont révélé un scepticisme croissant à l'égard de la monarchie, notamment parmi les jeunes britanniques. Parallèlement, l'Australie se rapprochait de plus en plus d'un nouveau débat sur la possibilité de devenir une république. Comme l'a rapporté The Guardian Australia, les militants républicains affirmaient que la monarchie ne reflétait plus les valeurs modernes de diversité et de démocratie. Charles et William savaient que toute perception de chaos interne pouvait alimenter de tels mouvements. Les actions de Camilla ne constituaient donc pas seulement un affront personnel, elles risquaient de provoquer une crise politique. Pendant ce temps, le personnel du palais tentait d'atténuer les répercussions. Certains courtisans divulguèrent des détails sélectifs à des journalistes compréhensifs, présentant l'incident comme une dispute familiale, plutôt qu'une violation constitutionnelle. D'autres tentèrent de protéger les jeunes membres de la famille royale de titres de plus en plus sombres. Un tabloïd s'écria: « La reine Camilla a-t-elle outrepassé ses limites ?» Un autre titre titrait « Divisé au palais au sujet du testament du roi ». La presse, comme on pouvait s'y attendre, se nourrit de spéculations amplifiant chaque rumeur pour en faire une histoire à part entière. William, cependant, refusa de rester silencieux derrière les murs du palais. Selon des sources proches du dossier cité par le Times, il insista sur le fait que la monarchie devait faire preuve de force et de transparence. « Nous ne pouvons pas répéter les erreurs du passé », aurait-il déclaré à son équipe, allusion à peine voilée au secret qui avait entouré les problèmes de la princesse Diana. Cette insistance forma la stratégie de la famille galloise, privilégier la visibilité, projeter l'unité et rappeler au public que la prochaine génération de la monarchie ne serait pas mise à mal. Pour Catherine, le scandale fut un nouveau rappel de la fragilité de la vie royale.
Déjà confrontée à des problèmes de santé et aux médias, elle comprenait mieux que quiconque la rapidité avec laquelle l'opinion publique pouvait changer. Pourtant, sa présence sereine et son dévouement indéfectible envers ses enfants devinrent l'un des principaux facteurs de stabilisation de la monarchie. Les médias louèrent son sang-froid, contrastant avec la froideur perçue de Camilla. En ce sens, Catherine émergea comme une discrète gagnante auprès de l'opinion publique, renforçant son rôle d'ancrage moral de la monarchie. Cette situation a également mis en lumière les tensions persistantes entre héritier et épouse. Les historiens ont établi des parallèles avec le passé. La reine Alexandra, épouse d'Édouard VII, s'opposait fréquemment à la vision de son fils Georges Ponthiente pour la monarchie. La reine Élisabeth, reine-mère, a également un temps jugé les choix de la princesse Margaret déstabilisants. Les familles royales sont depuis longtemps aux prises avec des conflits de loyauté entre parents consanguins et conjoints qui se marient au sein de l'institution. La tentative de Camilla de réviser le testament de Charles a marqué un nouveau chapitre de cette saga récurrente aux conséquences exceptionnellement dramatiques. Alors que le scandale s'amplifiait, les médias internationaux en prirent acte. Le New York Times le décrivit comme un drame de palais aux connotations constitutionnelles. Le journal français Le Monde souligna l'ironie de la situation. La monarchie britannique, institution censée symboliser la stabilité, était en proie à des querelles familiales. Des hashtags comme #RoyalBetrayal et /ProtectTheChildren se sont répandus sur les réseaux sociaux, témoignant de la rapidité avec laquelle la sympathie du public s'est portée sur William et Catherine. Au palais de Buckingham, cependant, l'atmosphère restait tendue. Charles luttait à la fois contre le chagrin et la colère. Il avait lutté pendant des décennies pour intégrer Camilla dans son giron endurant critiques et controverses publiques pour légitimer leur mariage. À présent, à ses yeux, elle avait sapé cette confiance d'un seul trait de plume mystérieux. Mais au milieu de toute cette douleur, une nouvelle lucidité émergea. Charles et William, souvent divisés par leur perspective générationnelle, trouvèrent un terrain d'entente pour défendre les plus jeunes membres de la famille. Ensemble, ils jurèrent de protéger non seulement Charlotte et Louis, mais aussi le principe d'unité lui-même. Pour eux, le scandale n'était pas seulement un affront personnel, c'était un avertissement. La couronne ne pouvait perdurer que si elle était fondée sur la transparence, la compassion et la loyauté. La trahison n'avait été révélée au grand jour, et la réaction de la famille était claire. Mais tandis que la rumeur se répandait dans la presse, la monarchie se préparait à la vague suivante, une tempête publique qui mettrait à l'épreuve non seulement sa résilience, mais aussi les fondements mêmes de sa survie dans un 21e siècle tumultueux. Les rumeurs ne restèrent pas longtemps lettre morte. En quelques jours, le scandale s'était propagé des couloirs du palais au gros titre des tabloïds britanniques les plus virulents. Le Sun proclamait « Querelle de palais au sujet du testament du roi », tandis que le Guardian posait une question plus pointue « La reine Camilla a-t-elle outrepassé son rôle ?» L'histoire prit rapidement de l'ampleur, alimentant l'appétit insatiable du public pour les intrigues royales. Ce qui avait commencé comme une blessure personnelle menaçait désormais de dégénérer en crise constitutionnelle. Les journalistes ont envahi le palais de Buckingham avides de la moindre information. Chaque geste de Charles, chaque regard de William, chaque apparition publique de Catherine était scrutée à la recherche de significations cachées. Lorsque Charles est apparu sombre, lors d'une réunion d'État avec des diplomates du Commonwealth, les spéculations ont fusé sur une rupture irrémédiable de son mariage. Lorsque William et Catherine ont été photographiés riant avec George, Charlotte et Louis, lors d'une promenade à Windsor, les commentateurs ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une contre-image délibérée, une critique de la famille d'abord face aux manœuvres de Camilla. Les médias internationaux se sont joints à ce mouvement. Le New York Times titrait « Drame royal aux connotations constitutionnelles à Londres », suggérant que la tentative d'ingérence de Camilla dans le testament risquait de saper la confiance du public envers la monarchie elle-même. Parallèlement, Der Spiegel en Allemagne notait que la famille royale britannique, longtemps louée pour sa capacité à projeter la stabilité, semblait une fois de plus prisonnière d'un cycle interminable de querelles familiales. La tempête fut particulièrement intense car elle coïncida avec une période précaire pour la monarchie. Les sondages d'opinion du début de l'automne avaient déjà montré un déclin du soutien à la couronne parmi les jeunes générations britanniques, dont beaucoup s'interrogeaient sur son coût dans un contexte économique difficile. En Australie et au Canada, des groupes républicains menèrent des campagnes pour rompre les liens avec la couronne, encouragés par le gouvernement intérimaire de Charles. Dans ce contexte, la révélation que la reine consort avait tenté de marginaliser 2 jeunes héritiers donna de nouvelles armes aux républicains. Si même les membres d'une famille ne peuvent se faire confiance, écrivait un commentateur australien du Sydney Morning Herald, pourquoi le devrait-il ? Au palais, les conseillers tentèrent de contenir les retombées. Certains suggérèrent une déclaration soigneusement rédigée, précisant que les questions d'héritage restaient la prérogative exclusive de Sa Majesté. D'autres prenèrent le silence, estimant qu'attiser les flammes avec des déclarations ne ferait que prolonger le scandale. Finalement, Charles opta pour le silence, mais pas Guillaume.
En coulisses, William exhorta son père à défendre davantage son point de vue. Il rappela à Charles les erreurs du passé lorsque le secret entourant les problèmes de la princesse Diana n'avait fait qu'aggraver les dégâts une fois la vérité révélée. « Nous ne pouvons pas répéter l'histoire », lui aurait dit William, faisant écho aux propos qui circulent désormais parmi les initiés du palais. Cette insistance façonna la stratégie publique de la famille galloise, projeter unité, compassion et visibilité, et contrer les rumeurs par des images de force. Cette stratégie est devenue évidente dans la couverture médiatique. Des photos de Charlotte tenant la main de son père de Louis, riant aux côtés de Catherine et de Georges, saluant solennellement les sympathisants, ont fait la une des journaux. Pour le public, ce n'était pas seulement de charmants clichés. C'était des symboles de continuité, la preuve que l'avenir de la monarchie était assuré par la branche de Guillaume. Camilla, quant à elle, se retrouva de plus en plus isolée. Ses alliés tentèrent de la défendre en invoquant l'histoire. Des chroniques favorables à sa cause soulignèrent que la reine Margrethe du Danemark avait déchu 4 de ses petits-enfants de leur titre en 2022 pour préserver la dignité de la couronne. Selon eux, Camilla, elle aussi, cherchait simplement à rationaliser la monarchie et à la protéger d'une expansion excessive. Pourtant, la comparaison était inexacte. Au Danemark, la décision de Margrethe avait été prise ouvertement en tant que souveraine. Camilla, en revanche, avait agi en secret sans l'autorisation du roi. Pour beaucoup, c'était impardonnable. Le moment choisi pour le scandale a également amplifié son impact. La Grande-Bretagne était aux prises avec des grèves, une inflation galopante et des interrogations sur son rôle mondial après le Brexit. Les commentateurs de BBC Newsnight ont affirmé qu'une monarchie en déroute sapait l'image de stabilité du pays au moment même où elle était le plus nécessaire. La couronne ne peut se permettre de saboter son économie, a souligné un analyste avertissant que même des ruptures symboliques pouvaient avoir des conséquences politiques tangibles. L'opinion publique a reflété les turbulences. Un sondage YouGov a révélé que si la popularité personnelle de Charles a légèrement diminué, celle de William et Catherine a augmenté. Plus de 70% des personnes interrogées ont déclaré faire confiance au prince et à la princesse de Galles pour représenter l'avenir de la monarchie contre moins de 40% pour Camilla. Le scandale a effectivement brisé la loyauté du public et renforcé la position de la jeune génération tout en semant le doute sur l'actuelle reine consort. Pour Charles, la tempête médiatique était à la fois personnelle et politique. Profondément blessé par la trahison de Camilla, il se retrouvait désormais face à la responsabilité de protéger l'institution elle-même. Les courtisans le décrivaient comme plus renfermé que d'habitude, arpentant son bureau en silence. Pourtant, lorsqu'il apparaissait en public, il gardait le calme stoïque attendu d'un roi. Cette dualité, peur en privé, force en public, reflétait les tactiques de survie ancestrales de la monarchie. Mais à l'ère de l'information en continu et des réseaux sociaux, les failles étaient plus difficiles à dissimuler. Pendant ce temps, Catherine apparaissait comme la stabilisatrice discrète. Les commentateurs louaient son calme et comparaient sa chaleur à la défiance de Camilla. Sa présence auprès des enfants, son sang-froid inébranlable lors des occasions officielles et son refus de tout commentaire direct contribuaient à lui donner l'image d'encre de la monarchie. Le Times allait même jusqu'à la qualifier de « boussole morale de la monarchie », un titre qui soulignait la détermination du public à la soutenir. Pourtant, le palais comprenait que les scandales disparaissent rarement rapidement. La question qui pesait sur la Grande-Bretagne n'était pas seulement de savoir si Charles et Guillaume parviendraient à préserver l'image de la monarchie, mais aussi si la présence continue de Camilla aux côtés du roi serait durable. Serait-elle discrètement mise à l'écart, ou Charles serait-il contraint de prendre la mesure sans précédent de restreindre publiquement son influence? Alors que les spéculations allaient bon train, une chose était sûre. La survie de la monarchie dépendait non seulement de la tradition, mais aussi de la confiance. Et une fois la confiance brisée, il est difficile de la rétablir. Derrière le tourbillon des gros titres et des rumeurs, le palais lui-même devint un creuset d'histoire se heurtant à la modernité. Aux yeux de Camilla, ses actions avaient un précédent. Elle croyait suivre les traces des reines qui avaient remodelé des dynasties en des temps troublés. Les courtisans murmuraient qu'elle admirait des figures comme Marguerite d'Anjou qui exerça le pouvoir pendant la guerre des Deux Roses, ou la reine Marie connue pour ses choix inébranlables et sa continuité. Camilla se considérait comme faisant partie de cette lignée, une architecte de la stabilité plutôt qu'une simple épouse. Mais Charles voyait tout autre chose. Pour lui, Camilla transformait l'histoire en arme exploitant le passé pour justifier la trahison actuelle. Sa vision de la monarchie ne se résumait pas à une élagage impitoyable, mais à la préservation de l'unité et de la compassion. Dans ses réflexions personnelles, il avouait à ses conseillers que la monarchie avait autrefois survécu grâce à la peur, mais que sa survie moderne dépendait de la confiance du public. Une monarchie sans confiance était, selon ses propres termes, une couronne sans tête. Ce choc entre échos historiques et pression moderne était au cœur de leur conflit.
Camilla invoquait la tradition, soulignant que les décisions difficiles avaient toujours été essentielles à la survie. Charles en appelait à la transparence, arguant que le secret et l'ambition au XXIe siècle ne feraient que saper l'institution. Leur argument reflétait les défis plus vastes auxquels la monarchie elle-même était confrontée. Devait-elle s'accrocher au pragmatisme impitoyable du passé ou évoluer vers un symbole d'empathie et d'ouverture en résonance avec les valeurs contemporaines? Les commentateurs ont rapidement repris ce thème. Le Guardian a publié un éditorial suggérant que la crise symbolisait le dilemme existentiel de la monarchie, un pied dans le monde brutal de l'histoire, l'autre dans la politique douce de la compassion moderne. The Economist a souligné que le faux pas de Camilla révélait la fragilité du soft power royal qui reposait désormais moins sur l'autorité légale que sur la perception publique de l'intégrité morale. La réaction du public reflétait cette division. Certains, notamment les traditionalistes, sympathisaient avec la logique de Camilla et soutenaient que la consolidation de l'héritage pouvait être considérée comme sage. Tous les petits-enfants ne sont pas égaux, soulignait une lettre au Télégraphe. Pourtant, la majorité condamnait son secret. Retirer des enfants du testament du roi sans son consentement était perçu non pas comme du pragmatisme, mais comme une trahison. Les données d'un sondage YouGov montraient que le soutien au rôle de Camilla comme reine consort était tombé sous la barre des 35%, tandis que celui de Guillaume et Catherine dépassait les 70%. L'épisode a également relancé les débats républicains au sein du Commonwealth. En Australie, des militants ont cité ce drame comme la preuve que la monarchie était une entreprise familiale désuète, sujette au dysfonctionnement. Si la couronne ne peut même pas protéger ses propres enfants, comment peut-elle protéger les nôtres ? A demandé un militant sur ABC News. Au Canada, des chroniqueurs ont affirmé que le feuilleton familial de la monarchie compromettait sa capacité à fonctionner comme une institution unificatrice. Mais paradoxalement, le scandale a renforcé l'image de Guillaume et Catherine. En se positionnant résolument comme les protecteurs de la génération suivante, ils sont devenus l'incarnation du renouveau. Des images d'eux, aux côtés de Georges, Charlotte et Louis, calmes, chaleureux et unis, ont largement circulé. Pour un public las des conflits politiques et des tensions économiques, leur sang-froid était rassurant. Un chroniqueur du Times a écrit « L'avenir de la monarchie ne repose plus désormais entre les mains lasses de Charles, mais entre celles fermes, mais bienveillantes de Guillaume et Catherine. » Le poids de l'argument historique de Camille ne s'est cependant pas estompé. Les spécialistes se sont interrogés sur le bien fondé de sa comparaison avec les reines du passé. Certains ont reconnu que les épouses jouaient souvent un rôle décisif derrière le trône de Catherine de Médicis, en France à la reine Caroline en Grande-Bretagne. Mais d'autres ont soutenu que Camille avait mal compris son contexte. Contrairement à ces époques, la Grande-Bretagne d'aujourd'hui était une monarchie constitutionnelle, au pouvoir limité, où la survie de la couronne ne dépendait pas de calculs dynastiques, mais de la bonne volonté du peuple. Charles lui-même souligna ce point lors d'une conversation privée avec Guillaume, qui fut plus tard divulguée à des journalistes bienveillants. Autrefois, l'ambition était la force, déclara-t-il. Aujourd'hui, l'ambition est un poison. La citation se répandit rapidement, consolidant la position du roi et renforçant la sympathie du public pour sa décision d'affronter Camille. Pendant ce temps, les fonctionnaires du palais se préparaient à la prochaine vague d'enquête. Chaque parallèle historique était décortiqué, chaque apparition publique surveillée. Les alliés de Camilla maintenaient discrètement qu'elle avait été mal comprise, que son intention était de protéger plutôt que d'exclure. Mais aux yeux de l'opinion publique, son raisonnement tombait à plat. Le secret de ses actions occultait toute logique. Pour Charles, cet épisode confirma une dure réalité, la monarchie ne pouvait plus se permettre de fonctionner comme les tribunaux secrets du passé. À une époque où l'actualité était omniprésente et où la surveillance était constante, le secret engendrait la méfiance et la méfiance engendrait le républicanisme. Seule l'ouverture et l'empathie pouvaient préserver le lien fragile entre la couronne et le peuple. Le conflit ne se limitait donc pas à un couple mais à deux visions de la monarchie. Celle de Camilla ancrée dans l'histoire, les choix difficiles et l'ambition. Celle de Charles ancrée dans la compassion, la confiance et l'unité. La question de savoir quelle vision propulserait la monarchie n'était plus une question abstraite. La réponse était apportée en temps réel sous le regard du public à mesure que le scandale éclatait. Et comme les journaux britanniques le rappelaient quotidiennement à leurs lecteurs, l'histoire avait une fois de plus les yeux fixés sur elle. Les portes se refermèrent doucement derrière Camilla tandis qu'elle quittait le palais de Buckingham d'un pas déterminé, bien que le silence qui suivit résonna plus fort que n'importe quel adieu. Pour la première fois depuis leur mariage, le roi Charles se tenait sans elle à ses côtés. Non seulement en tant qu'homme, mais aussi en tant que monarque contraint de défendre sa famille et sa couronne. Ce qui avait commencé comme une modification secrète d'un testament avait dégénéré en une confrontation menaçant le cœur même de la monarchie. Camilla quitta le trône la tête haute, convaincue que l'histoire lui donnerait raison. Elle se considérait comme une épouse incomprise, punie pour avoir osé agir avec courage.
Les comparaisons avec Marguerite d'Anjou ou la reine Marie renforcèrent sa détermination et lui donnèrent un sentiment de connexion avec les reines influentes du passé. Mais hors de son cercle de loyalistes, l'opinion était bien moins flatteuse. Pour une grande partie de l'opinion publique, elle avait franchi une ligne qu'aucune épouse ne devrait jamais franchir, elle avait altéré son héritage, tenté d'effacer des enfants, et ce en secret. Pendant ce temps, le palais se préparait à la tempête. Les journalistes analysaient chaque aspect. S'agissait-il d'une dispute conjugale privée ou d'une violation constitutionnelle? Charles avait-il effectivement banni sa reine consort? Ou s'agissait-il simplement d'un sursis temporaire? Sans explication officielle, les spéculations comblaient le vide. Le Daily Mail présentait la crise comme une querelle de famille, tandis que The Guardian mettait l'accent sur les risques institutionnels de trahison au sein de la monarchie. La BBC conservait une neutralité prudente, mais l'ampleur de sa couverture médiatique assurait que l'affaire faisait la une des journaux en Grande-Bretagne et à l'étranger. Charles et William répondirent par un symbolisme discret. Quelques jours après le départ de Camilla, ils apparurent aux côtés de George, Charlotte et Louis lors d'un rassemblement public à Windsor. Souriant, saluant la foule et marchant main dans la main, les images envoyaient un message clair, l'unité de la monarchie reposait sur le roi, son héritier, et la génération suivante, et non sur une épouse qui avait tenté d'agir seule. Les photos diffusées en une firent plus que rassurer le public. Elles affirmèrent que la force de la couronne reposait sur la loyauté familiale et non sur des ambitions secrètes. Derrière les portes closes, Charles luttait à la fois contre le chagrin et la colère. Il avait lutté pendant des décennies pour intégrer Camilla au cercle royal, essuyant de vives critiques et des ragots pour légitimer leur union. Aujourd'hui, face à sa trahison, il était à la fois blessé et déterminé. En privé, il confiait à ses conseillers qu'une fois la confiance brisée, elle était irréparable, surtout pour les affaires concernant ses petits-enfants. La monarchie survit grâce à la confiance, aurait-il déclaré, et cela commence chez soi. Pour Guillaume, la leçon était tout aussi claire. Il voyait dans la manœuvre de Camille une arrogance menaçant de déstabiliser la couronne. Sa colère visait non seulement ses enfants, mais aussi l'institution qu'il dirigerait un jour. Il avertit son père que laisser de telles actions se poursuivre sans être contestées créerait un précédent qu'aucun futur monarque ne pourrait se permettre. Charles accepta et à cet instant, père et fils trouvèrent une rare unité. Les implications plus vastes se sont propagées au-delà des frontières du monde. Dans tout le Commonwealth, où les mouvements républicains avaient pris de l'ampleur ces dernières années, le scandale est devenu un sujet de discussion. En Australie, des militants ont soutenu que la monarchie avait une fois de plus prouvé qu'elle n'était guère plus qu'une entreprise familiale dysfonctionnelle. Au Canada, des chroniqueurs ont remis en question la pertinence d'une institution susceptible d'être ébranlée par les ambitions privées d'une épouse dans une démocratie moderne. Ces critiques étaient de poids. Mais les sondages ont révélé un tournant intrigant, tandis que la confiance en Camilla s'effondrait, le soutien à William et Catherine s'envolait. Leur présence constante auprès des enfants a rassuré beaucoup sur la solidité des fondations de la survie à long terme de la monarchie. Les historiens ont noté ce précédent. À travers l'Europe, les dynasties étaient souvent menacées non par la guerre mais par des trahisons internes. Des intrigues des Médicis dans la Florence de la Renaissance au conflit de la dynastie espagnole, des Bourbons, l'ambition au sein des maisons royales avaient détruit des héritages. Charles, pleinement conscient de cette histoire, était déterminé à ne pas laisser le secret mineur son règne. Contrairement aux monarques du passé, cependant, il vivait dans un monde où l'actualité était 24 heures sur 24 et où les réseaux sociaux étaient en ébullition, où chaque faux pas était immédiatement amplifié. Sa réponse se devait donc d'être à la fois décisive et visible. Les alliés de Camilla tentèrent de recadrer le récit en révélant à des journalistes compréhensifs qu'elle avait agi avec prévoyance et non par malveillance. Ils la présentèrent comme une femme forte, prête à faire des choix impopulaires pour la survie de la monarchie. Mais cet argument tomba à plat. Le secret de ses actions sapait toute prétention à la noblesse. Comme l'écrivit un commentateur du Times, les reines qui façonnent l'histoire le font ouvertement. Les maris qui agissent en secret deviennent des exemples édifiants. Finalement, le départ de Camilla du palais fut discret, presque décevant. Pas de conférence de presse, pas d'annonce solennelle, juste une absence. Pourtant, cette absence en disait long. La monarchie avait choisi de rester visible auprès de Charles, William, Catherine et des enfants, tandis que Camilla se fondait dans le décor. Qu'il s'agisse d'un exil permanent ou d'une séparation temporaire, restait flou, mais le message était sans équivoque, la loyauté envers l'avenir de la famille primait surtout. Alors que le scandale prenait de l'ampleur, Charles se surprenait souvent à contempler les portraits de son bureau Victoria Mary et sa défunte mère Élisabeth. Toutes deux avaient gouverné ou dirigé en des temps troublés. Pourtant, il comprenait que son époque exigeait autre chose. La survie au XXIe siècle ne dépendait pas de décisions impitoyables dissimulées derrière les portes du palais. Elle reposait sur l'ouverture, la compassion et surtout la confiance. C'était le précédent qu'il souhaitait créer pour William et ses petits-enfants pour lesquels il s'était battu.
La question se pose désormais pour la monarchie, pourra-t-elle restaurer l'unité après une telle rupture, ou les actions de Camilla laisseront-elles une ombre qui persistera pendant des années? Il est clair que l'institution se trouve à nouveau à la croisée des chemins. La couronne doit évoluer sous peine d'être consumée par l'histoire même qu'elle prétend défendre. Ainsi, alors que la Grande-Bretagne débat de la pertinence de la monarchie et que le monde observe ses moindres faits et gestes, l'héritage de ce scandale ne s'écrira pas seulement dans les arguments de Camilla ou la colère de Charles. Il s'écrira dans la résilience de la famille survivante et dans la foi d'un public toujours exigeant de savoir la couronne perdure-t-elle grâce à ses traditions ou malgré elle,